Mon cœur bat déjà très fort en racontant cette histoire. À l'âge de 25 ans, je rentrais du travail en voiture un soir. Je vivais à Los Angeles à l'époque. Je roulais sur Sunset Boulevard en direction de l'ouest vers mon appartement de Brentwood. Pour ceux qui ne connaissent pas la région, il y a une partie de Sunset Boulevard près de UCLA, Université de Californie à Los Angeles, qui est très sinueuse. Il y a 2 voies de chaque côté sans accotement. Il était 20h30 un samedi soir et il y avait donc de la circulation. Je roulais et tout à coup, à environ 15 mètres devant moi, j'ai vu une voiture. Mais ce que je voyais surtout, c'était la portière du passager. Cette voiture avait fait un tête-à-queue et se trouvait perpendiculairement à ma voie. Je n'ai pas eu le temps de m'arrêter. J'ai regardé à ma droite et il y avait une voiture à côté de moi. Je n'avais donc nulle part où aller. J'ai instinctivement tourné ma voiture vers la droite. Une fois que j'ai dépassé la première voiture, j'ai tourné complètement sur la gauche, tout en essayant d'éviter la deuxième voiture. Pendant que tout cela se passait, je me suis souvenu d'un moment passé avec ma mère à Disney World lorsque j'avais 3 ans. Ce n'est pas un souvenir que j'ai déjà eu. Je me souviens vaguement de certaines parties de ce voyage, mais ce souvenir n'en fait pas partie. J'ai alors réalisé que ma vie défilait devant moi et que j'allais mourir. Je n'avais jamais été aussi sûre de quoi que ce soit. Chaque partie de moi savait que j'allais mourir. J'ai commencé à crier et aujourd'hui encore, je ne sais pas si j'ai vocalisé quoi que ce soit ou si tout était dans ma tête. J'ai crié « Non, ce n'est pas juste !» Je n'en ai pas encore fini, tout en faisant des embardées sur Sunset Boulevard. J'ai soudainement arrêté ma voiture et je me suis retrouvé perpendiculairement à la voie de circulation opposée. J'ai regardé autour de moi et il n'y avait personne. C'était comme si tout avait été nettoyé. J'ai enclenché la marche arrière et je suis rentré chez moi. Je n'ai pas vu une seule voiture pendant le reste du trajet. Je n'étais plus qu'à 5 minutes de mon appartement, mais Sunset Boulevard, un samedi soir, était complètement vide. Je suis arrivé et je me suis garé dans la rue. Je n'ai vu personne. En marchant vers mon appartement, j'en suis venu à la conclusion que j'étais mort et que parce que j'avais dit non, j'étais coincé dans les limbes. Je n'avais jamais autant souhaité que ma colocataire soit à la maison, mais malheureusement, elle n'y était pas. J'ai appelé l'une de mes meilleures amies et lui ai dit « J'ai des questions à te poser, réponds-moi s'il te plaît et je t'expliquerai après. » Je lui ai demandé mon nom, mon âge, la ville où nous vivions et la date. Elle était évidemment très inquiète. Je lui ai expliqué que je pensais être mort et que je n'étais pas sûre d'être vraiment au téléphone avec elle. Elle a essayé de me convaincre que j'étais en vie et que tout allait bien. Mathématiquement, il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. La voiture de Dwight ne pouvait aller nulle part. Ce moment m'a hanté toute ma vie. Il m'est arrivé de remettre en question mon existence. Je me suis demandé si ma vie n'avait pas été un voyage de mort très détaillé et si je n'étais pas en train de me vider de mon sang sur Sunset Boulevard. Après de nombreuses années de méditation, de pratiques spirituelles et de croyances en la physique quantique, je me demande dans quelle vie j'ai sauté. Un jour, ma mère et moi étions en train de traîner au sous-sol de notre maison et nous avons entendu le camion diesel bruyant de mon père s'arrêter, ses clés teintées, lui marchant lourdement vers la porte d'entrée. Nous avons entendu la porte qui se déverrouille et s'ouvre, et mon père se promenant dans la maison à la recherche de tout le monde, en criant le prénom de ma mère, encore et encore. Ma mère n'arrêtait pas de crier que nous étions au sous-sol, mais on pouvait l'entendre continuer à marcher dans la maison en l'appelant, peu importe à quel point on criait en retour. Chaque fois que mon père nous appelait à l'étage dans la vraie vie, il nous entendait toujours, alors nous étions toutes les deux vraiment confuses, et avons décidé de simplement monter à l'étage pour lui montrer que nous étions à la maison. Quand nous sommes arrivés à l'étage, il avait disparu. Nous avons vérifié partout à l'intérieur et à l'extérieur, et il n'y avait aucun signe de lui nulle part. Ma mère l'a donc appelé pour savoir où il allait, en supposant qu'il était parti précipitamment pour découvrir qu'il était à 2 heures de route sur un chantier et qu'il n'était pas venu en ville depuis 6 heures du matin. Ma mère était tellement en colère
Pensant qu'il plaisantait, elle a exigé de parler à d'autres employés qui ont tous confirmé qu'il était à 2 heures de route. Le fait que nous soyons paniqués et abasourdis par ça était un euphémisme. Nous avons vérifié nos caméras de sécurité, notre détecteur de monoxyde de carbone, notre détecteur de gaz, etc. pour nous assurer qu'il ne s'agissait pas d'un problème de sécurité. Et nous n'avons trouvé aucune preuve de ce genre de problème. Les caméras n'ont pas montré mon père ou quiconque d'ailleurs venir chez nous au moment où nous l'avons entendu. Mais en réalité, nous avons toutes les deux entendu chaque détail de son arrivée de la même manière. En plus de ça, son accent et sa voix sont si excentriques que je ne connais personne qui pourrait aussi facilement parler comme lui. Je suis toujours effrayée par notre expérience commune ce jour-là et je n'ai aucune idée de l'explication. C'est arrivé il y a environ 2 mois et je n'ai pas cessé d'y penser. J'ai un travail assez ennuyeux de 9 à 17 heures dans un immeuble de bureau de taille moyenne. Tous les jours, vers 14 heures, je me rends dans le même café de l'autre côté de la rue pour ma dose de caféine. Je suis un tel habitué que le garçon de café, Sam, passe automatiquement ma commande lorsqu'il me voit dans la file d'attente. Ce jour-là, j'ai quitté mon bureau un peu plus tard que d'habitude, vers 14h15. En arrivant à la porte du hall, je me suis rendu compte que j'avais laissé ma carte magnétique sur mon bureau, de l'autre côté du bâtiment, mais ce n'était pas un problème. La secrétaire Sarah m'a signé la sortie sur papier. Cela arrive tout le temps. En traversant la rue et en m'approchant du café, je me suis vue, moi portant les mêmes vêtements, le même sac, la même chose, debout au comptoir, à l'intérieur, en train de discuter avec Sam. Je me suis figée. Mon cœur battait la chamade, mais mon cerveau me disait « Non, tu imagines tout ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui te ressemble. » Mais cette autre personne s'est légèrement tournée et j'ai pu voir son visage. C'était mon visage. J'ai paniqué, j'ai fait demi-tour et j'ai traversé la rue sans entrer. Mes mains tremblaient, je me disais que je devais être trop fatiguée ou quelque chose comme ça. Mais voilà, lorsque je suis retournée à mon bureau et que j'ai regardé dans mon sac, la tasse de café était là. Exactement le même café que j'avais l'intention de commander, avec mon nom écrit dessus de la main de Sam. Je ne suis jamais entrée dans le magasin, je n'ai jamais acheté le café, mais il était là, chaud, frais comme si je venais de le prendre. J'ai levé les yeux vers l'horloge, il était encore 14h15, l'heure habituelle à laquelle je rentrais après avoir pris mon café, mais j'étais dehors depuis plus d'1 minute. C'était comme si ma ligne temporelle avait divergé. Une version de moi s'était séparée à 14h et était allée chercher le café, tandis que j'étais restée sur place. Puis, en retournant dans le bâtiment, nos lignes temporelles s'étaient à nouveau mélangées. Ce qui est encore plus effrayant, c'est de savoir quelle version j'étais à ce moment-là. Étais-je le moi d'origine ou une sorte de duplicata? J'ai passé le reste de ma journée de travail à me sentir très mal à l'aise. Je n'ai même pas bu de café. Cela m'a amené à me poser des questions sur les histoires de métamorphes ou de doubles que j'avais entendues dans le passé, et je me suis demandé si certaines de ces histoires ne venaient pas de là. Peut-être que deux lignes temporelles se séparent ou convergent et que l'on peut se trouver à 2 endroits à la fois pendant un court laps de temps. Je me demande combien de fois ce genre de choses se produit sans que l'on s'en rende compte. Je n'en ai parlé à personne au travail, parce que soyons réalistes, ils penseraient que je suis fou. Mais la secrétaire du bureau se souvient que je suis sortie, et elle se souvient que j'ai oublié ma carte magnétique, mais elle dit que cela s'est passé à 14h, et c'est même indiqué sur le registre où elle a signé mon départ. Depuis, je suis retournée au café, et tout s'est passé normalement. Bizarrement, Sam ne s'est pas souvenu de ma venue. Le lendemain, quand je suis allée prendre mon café, il m'a demandé si j'avais été malade la veille. Alors s'il ne m'a jamais donné de café ce jour-là, d'où vient le café qui se trouve dans mon sac ? D'un univers parallèle qui est entré en collision avec celui-ci pendant une fraction de seconde? Comment lui et Sarah peuvent-ils se souvenir de choses si différentes? Laquelle de ces questions est réelle? Je n'en sais rien. Et j'ai toujours la tasse. J'ai écrit dessus au marqueur rouge. Ça vient de nulle part. Elle est maintenant dans le placard de ma cuisine. Je continue à la regarder, juste pour me rappeler que je n'ai pas tout imaginé.
Je ne sais pas comment c'est arrivé. On m'a récemment enlevé les amygdales. Si quelqu'un le sait, il est beaucoup plus difficile pour les adultes de se remettre rapidement d'une telle opération. Quoi qu'il en soit, je vis avec ma sœur et en janvier 2018, son chat est mort. Bien qu'elle ait plusieurs chats, elle était vraiment triste de perdre celui-là, car il n'avait que 3 pattes après un accident de voiture. En février, après avoir été licenciée, j'ai subi une intervention chirurgicale et je suis restée chez ma petite amie, puis chez ma mère pendant que je me rétablissais. J'ai dû me rendre 2 fois aux urgences en raison d'un saignement excessif. La deuxième fois, ils ont pu cautériser chimiquement l'opération à l'aide d'un spray nasal. Le médecin urgentiste en a pulvérisé des tonnes dans le fond de ma gorge. Après quelques heures, j'ai pu rentrer chez moi car le saignement commençait à s'arrêter. Je suis rentrée à la maison vers 2 heures du matin. Je me suis endormie et 1 heure plus tard, j'ai recommencé à saigner abondamment. Ma mère et mes frères sont allés se coucher. Je ne voulais pas les réveiller car je les avais déjà envoyés aux urgences. Dans le miroir de la salle de bain, j'ai remarqué que j'étais très pâle. J'ai commencé à avoir peur de mourir car j'ai lu beaucoup de choses sur les mauvaises expériences d'amygdalectomie. Je sais que cela peut paraître stupide pour certains, mais quand on voit autant de sang s'écouler, on peut le penser aussi. Quoi qu'il en soit, j'ai pris le flacon de spray nasal que le médecin des urgences m'avait donné. D'ailleurs, la facture des urgences s'élevait à 800 $ et j'en suis toujours furieux. J'ai avalé la moitié de la bouteille. C'est là que l'étrangeté se produit. Je me souviens avoir prié l'univers de me placer, si je meurs, dans un autre univers parallèle proche du mien, car je ne veux pas encore partir. Je me suis ensuite endormie. Lorsque je me suis réveillée, j'ai couru à la salle de bain et un énorme blob gélatineux de sang est sorti de moi. Quelques minutes plus tard, j'ai cessé de saigner et j'ai commencé à me rétablir très rapidement et tout semblait normal. 2 jours plus tard, j'étais capable de manger des nouilles et des aliments presque normaux, à l'exception des aliments croquants. 1 semaine plus tard, je suis rentrée à la maison et je suis allée dans la cuisine. Devinez qui était là. Le chat mort de ma sœur était de nouveau vivant. Quand j'avais environ 15-16 ans, mes amis et moi avions un endroit que nous surnommions le spot. Il s'agissait d'une énorme dune de sable sur la crique qui surplombait la ligne d'horizon de notre ville balnéaire et l'océan avec une vue incroyable. Le parking d'accès à la plage le plus proche était à plus d'1 heure de marche. Et il est illégal de se trouver sur les dunes de sable en raison des mouvements de conservation de l'État. Nous étions des adolescents stupides et nous avons depuis appris de nos actes. Nous savions que nous devions respecter suffisamment la terre pour ne pas jeter des détritus ou quoi que ce soit d'autre. Un soir, mon meilleur ami et moi étions en train de nous rendre sur place. À un moment donné de la promenade, j'ai regardé à ma droite vers l'intérieur des terres et j'ai remarqué 3 condominiums qui se détachaient du paysage. Il n'y avait pas d'autre construction, ce qui est assez rare en Floride, surtout dans notre ville touristique. J'ai regardé de l'autre côté de l'océan et j'ai vu un héron patauger dans l'eau sur une jambe, un avion planant au loin derrière lui. J'ai pris une grande bouffée d'air salé et j'ai remarqué à quel point il est beau de vivre ici. Quelques minutes passent, 5 peut-être, 10 au maximum, et je remarque que nous approchons à nouveau de 3 condos. Je regarde l'eau et je vois un héron sur une patte et un avion qui passe derrière. D'accord, bizarre. Quelques minutes de plus s'écoulent et c'est reparti. Les 3 mêmes appartements, le même oiseau, le même avion. Je pensais devenir fou jusqu'à ce que ma meilleure amie brise le silence et dise « Mec, je jure que ça fait 3 fois qu'on passe devant cet oiseau. » Nous flippons un peu. Elle plaisante en disant que nous sommes dans une boucle temporelle. Cela devient de moins en moins drôle lorsque nous le voyons à nouveau 2 fois de plus. Nous ne savons pas quoi en penser, alors nous continuons à marcher. Quelques minutes plus tard, nous nous arrêtons, nous nous retournons et nous voyons les lumières des 3 condos au loin, à 3 kilomètres au moins. Nous avons ri de nous-mêmes, mais nous étions encore troublés.
Je me considère comme un homme rationnel, un homme qui réfléchit. Il y a une explication logique à tout ce qui arrive, n'est-ce pas? Tout homme ou femme sain d'esprit ne croirait pas à quelque chose d'aussi stupide qu'un glissement de temps. Voir, c'est croire, comme on dit. Mon père avait souffert de toutes les maladies possibles et imaginables. Passer une grande partie de mon enfance dans les hôpitaux n'avait rien de nouveau pour moi. J'aimais ça en fait. À l'époque, j'étais trop jeune et trop stupide pour me rendre compte que mon père mourait lentement et que chaque fois qu'il entrait à l'hôpital, les chances qu'il revienne à la maison, ça me nuisait. Franchement, je voyais l'hôpital comme une aventure. L'une de ces aventures s'est produite lorsque mes parents ont rencontré le médecin au sujet de l'état de santé de mon père. J'ai décidé d'aller me promener sans vraiment me soucier de l'endroit où je devais me rendre, juste quelque part ailleurs que la cafétéria ou le service de mon père. Et c'est ce que j'ai fait. Au bout d'une dizaine de minutes, j'ai réalisé que je me trouvais dans ce qui me semblait être la partie la plus ancienne de l'hôpital. Elle n'avait certainement pas l'éclat stérile du service de mon père ou du reste de l'hôpital, mais personne ne s'est arrêté pour me dire que je n'avais rien à faire là, alors j'ai continué. Rien ne me semblait anormal, jusqu'à ce qu'une infirmière passe devant moi en portant ce que j'ai reconnu comme un uniforme d'infirmière des années 1950-1960. Je ne savais rien de la tenue des infirmières des années 1950, bien sûr, mais j'avais vu suffisamment de films et de séries télévisées pour en reconnaître une. Une autre m'a dépassé, poussant un vieux chariot d'hôpital. Je ne me suis arrêté qu'une seule fois pour jeter un coup d'œil dans l'une des salles, et ce que j'ai vu me donne encore la chair de poule. Le sol était brun et à carreaux, et je n'avais jamais vu autant de lits au même endroit de toute ma vie. J'ai vu un vieil homme assis dans son lit, portant une robe de chambre marron par-dessus, ce que j'ai supposé être un pyjama. Il ne m'a pas vu, mais j'ai fixé ce vieil homme pendant ce qui m'a semblé être 10 minutes, et je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi triste de toute ma vie. Même maintenant, alors que je raconte cette histoire, je sens que j'ai envie de pleurer. Ce vieil homme avait l'air perdu ou oublié. Je n'ai pas vraiment les mots, mais j'ai senti sa tristesse me pénétrer. Je ne me souviens pas d'avoir retrouvé le chemin de la salle de mon père, ni d'avoir fait demi-tour après avoir vu ce que j'ai vu. Je n'ai aucun souvenir de ce qui a suivi. La partie logique de mon cerveau essaiera toujours de rationaliser une situation. Il est plus probable qu'il s'agisse d'une sorte d'hallucination, une façon pour moi d'accepter la mortalité de mon père et de réaliser que sa mort était probablement imminente et que je ne pouvais rien y faire. Ça m'est arrivé il y a environ 1 an. Ma femme et moi avions tous deux consulté un thérapeute familial qui nous aidait à faire face à des problèmes personnels. À l'époque, ma femme souffrait d'une dépression majeure et moi d'un syndrome de stress post-traumatique. J'essayais de surmonter une légère dépendance que j'avais développée comme mécanisme d'adaptation. Je ne dirais pas de quelle dépendance il s'agissait, mais c'était quelque chose dont je voulais me débarrasser et sur lequel j'avais un contrôle. L'une des choses les plus importantes que notre thérapeute nous a apprises était de communiquer de plus en plus chaque fois que nous nous sentions déprimés ou que nous ressentions le besoin de rechuter. La communication avec un être cher aide énormément à se calmer et à retrouver un état de pensée logique. Un après-midi, alors que ma femme était au travail, elle faisait des livraisons de nourriture et c'est encore le cas parfois. J'ai recommencé à ressentir ses envies, alors j'ai décidé de l'appeler. Elle a répondu et nous avons commencé à discuter. Elle m'a dit qu'elle s'était sentie déprimée toute la journée et qu'elle était heureuse de recevoir un appel de ma part. Je lui ai fait savoir ce qui m'arrivait et nous en avons parlé. Nous discutons ensuite pendant environ 20 minutes, partageant des détails intimes de notre journée, des progrès de la thérapie et des choses aléatoires sur la veille. Elle me remercie de lui avoir fait savoir que j'étais en difficulté et me suggère de sortir me promener. L'exercice et l'air frais aident aussi énormément à éclaircir l'esprit et à entrer dans un état de pensée logique. Donc je pense que c'est une excellente idée. Je lui demande si nous pouvons rester au téléphone puisque je ne lui ai pas parlé de toute la journée. Elle est partie tôt avant que je me réveille. Et elle accepte. Alors nous continuons à parler pendant que je m'habille quand soudain sa ligne devient complètement silencieuse. Pas de bruit blanc ou quoi que ce soit, juste un silence complet.
Je dis bonjour plusieurs fois. Pas de réponse. Pensant qu'elle a peut-être accidentellement coupé son micro, puisque son téléphone est un peu cassé et parfois l'écran ne s'éteint pas, donc elle coupe accidentellement le son du téléphone avec son visage, je dis « Hé chérie, je pense que tu as peut-être coupé ton micro par accident », pensant qu'elle pourrait toujours m'entendre si c'était le cas. Quelques secondes après avoir dit ça, je recommence à entendre sa voix, mais vraiment cassée, puis le téléphone raccroche. Je suppose qu'elle a dû traverser une partie animée de la ville ou un tunnel et que le téléphone s'est déconnecté, même si le téléphone n'a pas dit qu'il y avait une déconnexion. J'essaie de la rappeler, pas de réponse. J'attends quelques minutes et réessaye, pas de réponse. Je trouve ça un peu étrange, mais je n'y pense plus et je pars me promener. Quelques minutes après le début de ma promenade, je reçois un SMS d'elle disant « Comment ça va ?» Alors je la rappelle et elle répond enfin. Je lui demande ce qui s'est passé et elle semble confuse. Je lui demande si son téléphone a été déconnecté et elle dit « Non, pourquoi ?» À ce stade, je suis un peu confus et je lui demande donc si elle a été déconnectée de notre conversation téléphonique. Ma femme semble complètement déconcertée. Elle dit que je ne l'ai jamais appelée et qu'elle m'a juste envoyé un message pour savoir comment j'allais. Soudain, j'ai senti des frissons parcourir le haut de ma tête et tout le reste de mon corps, et j'ai commencé à ressentir une sensation extrême de malaise. Effrayé, je consulte l'historique de mon téléphone pour m'assurer que je ne deviens pas fou, et bien sûr, j'y trouve notre conversation horodatée et tout. Je lui dis que je regarde notre appel téléphonique dans l'historique de mon téléphone, et elle insiste sur le fait que je ne l'ai jamais appelée, et elle commence à paniquer. Elle rentre à la maison plus tard dans la journée, et je vérifie son téléphone. Je consulte nos deux historiques d'appels côte à côte et bien sûr, je n'ai reçu aucun appel de ma part au moment où je l'ai appelé pour la première fois. J'appuie sur l'historique de mes appels pour composer son numéro et voir qui appellerait et son téléphone sonne. Nous nous regardons tous les deux et je ressens un énorme frisson dans le dos. À qui avais-je parlé? Avec qui avais-je eu une conversation téléphonique personnelle et intime? Il n'y avait aucun moyen que ce soit quelqu'un d'autre que ma femme. Avais-je eu une conversation téléphonique avec une version de ma femme dans une dimension parallèle ou quelque chose comme ça? C'était l'une des choses les plus folles et les plus bizarres qui me soient jamais arrivées. Nous avons tous les deux acheté de nouveaux téléphones depuis et cela ne s'est plus jamais produit.